vous convient, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Vision Finance, Vision 4, ISAM. D'où vient tout cet argent? Ce n'est pas l'argent de Laurent Esso, de Moutazé, d'Atangandji? Bon, Laurent Esso, Moutazé, ce sont des fonctionnaires. Un fonctionnaire va prendre l'argent où? Un fonctionnaire qui a de l'argent pour louer des avions, construire des instituts, c'est un voleur. Je ne crois pas que Laurent Esso en fasse partie. Moutazé, ils prennent de l'argent où? Nous sommes dans les affaires et on le fait correctement. Vous savez bien que nous avons été adjudicataires des 2 marchés, pour ne citer que cela, sur la scène sous-régionale, à savoir la réhabilitation de la radio centrafricaine. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 100 millions, c'est beaucoup d'argent. La télévision, c'est des dizaines, c'est plusieurs milliards. Alors, nous ne sommes pas des philanthropes. Quand nous travaillons, c'est pour avoir une valeur ajoutée au bénéfice. Nous ne sommes pas des catéchistes, non. Donc, quand je fais mes prestations, j'attends en retour quelque chose pour pouvoir... nous évoluons dans un monde capitaliste, donc voilà. Et même au niveau du Cameroun, vous avez vu, on a construit plusieurs bâtiments à la gendarmerie. Je suis consultant de plusieurs chefs d'État et consultant stratégique. Ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, je ne fais pas... Moi, je ne fais rien sous la table. Vous en souvenez, plusieurs fois, des chefs d'État envoient leur avion me chercher. Ce n'est pas pour aller faire la prière. C'est pour apporter mon expertise. Et si les chefs d'État traitent avec vous, ça veut dire que vous êtes sérieux. Et parce qu'avant de traiter avec vous, il se réfère d'abord à votre chef d'État, c'est-à-dire celui du Cameroun. Si vous êtes un macro, si vous êtes un prébendier, si vous êtes un malhonnête, ils ne vous feront pas de cadeaux et vous payerez le prix élevé. Non, nous ne sommes pas des imposteurs. Au niveau des marchés, nous faisons des marchés, nous faisons des prestations à tous les niveaux et dans les règles de l'art. Donc voilà. Et à vous reprocher. Alors, pour répondre à votre question, à une époque, on disait que l'anecdote appartenait à Edouard tous. Bon, maintenant... L'ancien secrétaire général de la Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est Laurent Esso. Ce n'est plus Laurent Esso, c'est Moutazé. Ce n'est pas Moutazé, c'est Atangandji. Je ne sais pas d'où on va s'arrêter. Non. Ce sont des fonctionnaires. Ils ne peuvent même pas faire autant de dépenses qu'ils ne peuvent pas supporter mon rythme de dépenses. Fut-il ministre d'État ou consort, non. Les biens du groupe L'Anecdote appartiennent au groupe L'Anecdote. D'accord. Mon métier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois. On va parler des affaires. Une certaine presse, il n'y a pas longtemps, parlait de la Campost dont vous annoncez au TCS. Et puis du jour au lendemain, on a appris que vous avez tout remboursé. On parlait de 400 millions entièrement remboursés. Il n'y a plus d'affaires. Campost pour M. Amougou-Belinga? Bon, l'histoire de Campost me colle bien à la peau. À la peau. Bon, les chèques postés étaient débités de 111 milliards. Posez-vous la question. Sur les 111 milliards, moins mais 519 millions, le reste est parti où? L'État lui-même, l'État du Cameroun, c'est-à-dire le ministère des Finances, était débité à plus de 50 milliards. Parce que quand il fallait payer les salaires, ils envoyaient tout simplement la disquette des salariés, mais sans envoyer l'équivalent en numéraire. Donc voilà les problèmes. Donc il ne s'est jamais agi d'une affaire de détournement. Je ne peux jamais entrer dans ce jeu, puisque les gens aiment bien mon nom, sinon je n'allais pas être assis là. D'accord. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein, et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, 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 on se comprend. Quel coup? Non. On va parler d'une autre affaire, elle est peut-être récente. La presse ces derniers temps, sur la toile également, on parle de l'affaire Xavier Messé. Ça vous dit quelque chose certainement. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Xavier Messé? Il est arrivé en grande pompe au groupe Anecdote et puis patatas. Avec mon plaque, je suis venu accueillir le président Polia. Oui, il est arrivé, au fait, c'est mon oncle, le directeur de la météo, qui m'a dit à monsieur Xavier Messé. Monsieur Mbon?
Oui, monsieur Mvongo. Il m'a dit à monsieur Ebole Bola et monsieur Xavier Monsieur. Il faut recruter les deux. Et vous vous en souvenez, j'ai fait venir les deux. Monsieur Xavier Monsieur a tout fait pour qu'on ne recrute pas monsieur Ebole Bola. Ah non, je n'ai pas compris. Alors, je dis ceci, monsieur Mvongo m'a recommandé les deux, parce que les deux évoluent en mutation. Et d'ailleurs, le séminaire que j'avais demandé à M. Xavier de faire, avec Albert Mida, le conseiller technique, et M. Ebole Bola. Ebole Bola était avec au séminaire à Konolenga. Il y a eu un séminaire au niveau d'Akonolenga dès le début de l'arrivée de M. Xavier Monsieur. Mais après, par la suite, il n'a pas voulu qu'on recrute M. Ebole Bola. Après, quand même, les gens m'ont dit non, c'est Ebole Bola qui écrit bien. Xavier Monsieur est instable. C'est ce que les gens m'ont dit. Et je ne veux pas m'attarder là-dessus. M. Xavier Monsieur, le premier jour que je l'ai reçu, je lui ai dit, je te donne 1 an de salaire. Il a perçu 1 an de salaire avant même de travailler, 2 semaines avant qu'il commence à travailler ici. Ça n'existe nulle part. Ce n'était pas les pupilles des chats, salaire en question. C'est beaucoup d'argent. Et je ne me suis pas arrêté là. Je crois que M. Xavier gagnait 750 000 1 million, je ne sais plus, par mois. Et il a perçu tous les 12 mois. Il a perçu 1 an de salaire avant 2 semaines avant qu'il commence à travailler. On ne s'est pas arrêté là. Il a travaillé 2 semaines, il a pris 3 mois encore. Non. 1 mois après, il a encore pris 3 mois. Monsieur Xavier a touché 18 mois de salaire avant de faire 4 mois de service ici. 18 mois de salaire. Il est arrivé ici, avant de travailler, j'ai envoyé prendre un véhicule à la Camille, à son choix. Ça a été payé. La clé, il a perdu la clé avant de démarrer la voiture. Il a fallu qu'on commande encore la clé de démarrage. Le véhicule est resté là stabilisé pendant 1 mois. J'ai d'abord vu que c'était un poisseux. Parce qu'il n'y a pas... Tu as demandé 1000 francs? Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on achète un véhicule avant que vous ne montiez dessus. Les clés ont disparu. Donc moi, je ne veux pas... S'il y a quelqu'un qui a le... Je ne sais pas comment qualifier ça de l'ingratitude, c'est ce monsieur. Monsieur Xavier, le temps qu'il a mis ici n'a pas apporté 500 000. Toutes les publicités qui ont été scrutées ici, lui-même allait toucher de l'argent. Il n'a pas versé 500 000 en caisse. Nous avons versé 60 millions à la Sopecam. Le temps qu'il a mis ici, les ventes n'ont pas atteint 4 millions. Sur 60 millions que nous avons versés à la Sopecam. Toutes les ventes confondues n'ont pas atteint 4 millions de francs CFA. Et j'ai eu dire que, bon, il a porté plainte parce que, pour diffamation. Mais il estime que c'était fort de mettre dans l'aide de licenciement objectif non atteint. Mais nous sommes en droit. Le même acte qu'il a nommé, c'est le même acte qu'il a enlevé. Il n'y a même pas parallélisme de forme. Il a été nommé par une décision du PDG, il a été relevé par une décision du PDG. Et la même personne qui a lu ça, la même décision de sa nomination, a été la même personne qui a lu son licenciement. En droit, il n'y a pas parallélisme. Il n'a rien apporté au groupe Anegdote? Rien du tout. Il a fait plusieurs missions, M. Obama. Pas même un rapport. Il était constamment parti. Vous vous en souvenez, il était chargé d'équiper la rédaction. Vous avez vu les bureaux qu'il était allé acheter, à quel prix? Moi, je pensais que avoir la calvitie ou les cheveux blancs, c'est un signe vraiment de sagesse, à un certain âge. Je travaille avec des gens âgés ici. Albert Mbida, c'est un monsieur. Jonas Kana, c'est des messieurs. 1 an de salaire.
Et vous revenez le lendemain, je ne parle pas, mon enfant a fait ceci, cela. C'était régulier aussi. Rapport à ça, est-ce que je vérifie Bon. si je ne suis pas en deuil? De toute façon, bonne nuit. Mais vérifie si je ne Non, suis pas en merci, deuil, merci, vérifie si je ne merci, suis pas en deuil. merci, merci. Mais le monde est petit. Merci beaucoup. Non, Merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. non. Non, mais moi, je suis pas, moi, je fais pas la langue de bois. Si vous voulez enlever vos policiers, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Mais, mais vous vous prenez bien pour qui? Non, ok, bon, merci. Hein? Vous vous prenez pour qui? Bon, merci. Comment? Merci. Bon, c'est pas parce que je suis à Vision 4 que je pourrais dire du bien pour monsieur Jean-Pierre Amougoubelinga que je n'ai jamais vu. Il n'a jamais fait bouillir ma marmite un soir. Mais que ce soit clair. Vous me parlez de fiscalité. Au Cameroun est sous au cours de la déclaration fiscale. Monsieur Soumba, vous le savez. Ça veut dire qu'en fait, tout opérateur économique, c'est lui qui dit à l'État, voici ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires et bénéfices. Et en vertu des textes, je pense que je te dois ceci. En matière d'impôts, voilà cela, je te le vire. Désormais, on passe par la banque. L'État a donc une possibilité dans une année, R+1, c'est-à-dire l'année d'après. Il revient sur toutes les déclarations que vous avez faites l'année dernière. Il revoit toutes vos déclarations d'impôts. Les mesures en fonction de ces critères ou des éléments qu'il a, c'est-à-dire vos avoirs dans les banques, vos différents contrats et activités, et il peut se rendre compte de deux choses. Vous avez payé exactement l'impôt. Trois choses. Exactement l'impôt, vous n'avez pas de problème. Il ne vous adresse plus la parole. Je parle du fisc. Vous avez payé plus d'impôts qu'il en fallait, eh bien, il peut vous le rembourser ou alors faire la balance sur le prochain impôt. Ça des noms. J'explique la chose simplement pour que notre mère Bayam Salam qui au marché nous comprenne. Mais si vous avez payé moins d'impôts, c'est là où les problèmes commencent. C'est-à-dire que vous deviez lui verser 100 francs. Vous avez déclaré 60 francs. Et il constate qu'il y a 40 francs qui vous a échappé, peut-être de bonne foi ou de mauvaise foi. Il vous dit, je vous réclame les 40 francs. C'est de ça qu'il est question ici. C'est-à-dire que le groupe L'Anecdote a fait des déclarations fiscales et l'État s'est rendu compte que les déclarations fiscales ont été soit minorées, soit alors tout simplement, ils n'ont même pas payé d'impôts. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas payé d'impôts. Parce qu'il y a des hypothèses où l'entreprise peut ne pas payer d'impôts. Vous comprenez? C'est-à-dire, on appelle ça la rébellion fiscale. C'est pas le cas. Non, je suis dans la théorie pour que ceux qui nous regardent comprennent. Bien, je voudrais le préciser. Système de déclaration. Le directeur général des impôts est dans la chaîne administrative uniquement détenteur du juridiquement correct. C'est-à-dire que il applique la loi fiscale en fonction de la loi elle-même, des prescriptions de la loi. C'est-à-dire qu'il réclame l'impôt aux opérateurs économiques sur la base de ce que prévoient les textes qui s'arrêtent là. Le ministre des Finances est détenteur de deux pouvoirs. Le juridiquement correct, c'est-à-dire que si le DG des impôts n'a pas appliqué la loi correctement, le ministre des Finances peut rattraper cette défaillance. Mais il a l'exclusivité du politiquement correct. C'est-à-dire que le DG des impôts peut bien appliquer la loi froidement et on se rend compte que vous devez effectivement 30 milliards à payer à l'État. Donc quand vous dites l'État, c'est qui? Au Camerounais, au peuple camerounais, puisque nous construisons les routes avec. Vous comprenez? Et le ministre se rend compte que si vraiment vous payez ces 30 milliards-là, votre entreprise peut tomber en faillite. Alors, le ministre utilise son politiquement correct, c'est-à-dire le pouvoir d'appréciation politique, pour dire c'est vrai, il doit 30 milliards, mais si on lui réclame ces 30 milliards du fait de la loi, son entreprise va tomber, on aura des Camerounais au chômage, comme ce qui nous permet d'être visibles actuellement. Alors le ministre dit, on va essayer de faire un abattement. Vous comprenez? Ça, c'est quand le ministre demande, enfin, le dit. Vous comprenez? Oui. Mais pourquoi le ministre en arrive là? Il faut le savoir, c'est que la procédure fiscale, quand vous regardez la L20, L25 de la loi fiscale, du code fiscal, rendez-vous compte d'une chose, le ministre est le dernier recours pour les opérateurs économiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de recours. Moins de 50 millions, je crois que vous avez les centres des impôts et tout ça. Et ensuite, plus de 50 millions à 100 millions, vous avez la direction générale des grandes entreprises. Et à plus de 100 millions, l'arbitrage, c'est au niveau du directeur général des impôts lui-même. Jusque-là, le ministre des Finances n'est nulle part.
C'est pour répondre à quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il ne savait pas pourquoi le ministre des Finances, comment dire, n'est pas, ses décisions, ses instructions ne sont pas observées. Faites attention, c'est la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vous demande de payer 30 milliards de francs CFA, la première autorité de recours, si c'est à moins de 50 millions de réclamations fiscales, vous avez le chef de centre des impôts. Vous comprenez? Ils ont déjà beaucoup de centres maintenant. Il y en a un à Foulane, il y en a un à Machin, Omnisport, ainsi de suite. Vous comprenez? Si c'est à plus de 50 millions, moins de 100 millions, vous avez le directeur général des grandes entreprises, vous lui adressez cette réclamation-là. Si c'est à plus de 100 millions, vous adressez directement au directeur général des impôts. Si au niveau du directeur général des impôts, vous n'avez pas satisfaction, vous pouvez donc saisir, monsieur le ministre, c'est-à-dire après épurement de toute la procédure de base. Vous comprenez? C'est lui donc qui va apprécier. Mais quand vous le faites, faites attention. Il y a deux éléments. Quand l'aîné doit pouvoir s'en souvenir. Vous contestez d'abord l'impôt qui vous est réclamé. C'est-à-dire, si on vous dit 30 milliards, comme dans le cas du groupe L'Anecdote, c'est-à-dire, vous ne savez pas d'où viennent les 30 milliards là. Donc vous dites, je ne sais pas pourquoi on me demande 30 milliards. Vous contestez d'abord, il y a un premier degré, la contestation, s'il vous plaît. Vous devez d'abord contester la réclamation, la dette fiscale qui vous est opposée par le fisc avant de demander une transaction, c'est-à-dire une négociation. C'est ce qui a été fait, Valère Bessala. Mais si vous réclamez une négociation de la dette sans contester la dette fiscale, ça veut dire que implicitement vous reconnaissez d'abord que vous devez les 30 milliards. Mais vous dites seulement, comme je reconnais les 30 milliards, alors je voudrais seulement qu'on négocie comment est-ce que je peux, soit en échéance, soit en abattement. Voilà comment ça fonctionne. Vous venez de m'apprendre un droit que je ne connais pas. De toutes les façons, je l'apprends de votre bouche. Je vais préciser et continuer. Qu'en fait, de quoi s'agit-il? Puisque apparemment beaucoup de gens maîtrisent ces dossiers ici et ils ont des dossiers. Le professeur Massanga. Je crois, monsieur Bidjan, j'espère que vous le savez, que le groupe L'Anecdote, c'est un tout. Parce que quand vous mettez un sujet sur la table, je ne sais pas si vous mesurez souvent, quand vous m'appelez sur le plateau, faites attention. Le groupe L'Anecdote, c'est un tout. C'est une concession. Oh, je ne sais pas à vous que je m'adresse. Qu'est-ce qui ne va pas, professeur? C'est un tout. La télévision que nos frères voient et sœurs voient de l'autre côté, là, c'est l'écran. En fait, vous voyez. Mais le groupe L'Anecdote, c'est d'autres activités. Il y a les prestations intellectuelles, dont les avoirs, ou du moins les revenus fiscaux, sont évalués à Omnisport, au centre des impôts d'Omnisport. J'espère que vous le savez, monsieur Bidjan. Et il y a les prestations de services, dont les revenus fiscaux sont évalués à Kalafatas, le centre de Kalafatas. Ça n'a rien à voir avec la télévision. Vous comprenez? Et comme vous aimez toujours qu'on affiche tout, puisque j'ai vu le ramdam qui a été fait sur les agents des impôts qui ont été pris. C'était sur 13 milliards de dettes sur les prestations intellectuelles. Donc qui ne concerne pas ce dossier de 17. Vous parlez de quelle prestation intellectuelle? Voilà. Je vous ai posé la question si vous savez même de quoi. Non, il n'y a aucune. Non, oh, s'il vous plaît, laissez-moi poursuivre moi. Après, vous allez me corriger. Comme vous êtes de la maison, s'il vous plaît. Non, Valère, ne donnez pas la mauvaise information, malheureusement. Vous allez me corriger. Il n'y a aucune entité du groupe qui fait dans les prestations intellectuelles et qui fait l'objet d'un redressement fiscal. Je peux vous citer. Non, ne citez pas. Je peux vous citer les entreprises. Est-ce que votre patron vous a autorisé à citer? Non, Valère Bessala. Je vous dis, je suis sur le plateau, j'ai la liberté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous laisse parler, parce que vous aussi, vous avez la liberté d'exprimer votre opinion. Ne faites pas croire à l'opinion que c'est une émission qui a été arrangée et qu'on veut vous pousser à dire forcément des choses. Non, je vous écoute dans votre logique de dire et d'exprimer votre opinion, mais laissez-moi aussi vous dire la vérité. Il n'y a aucune entité, parmi les 4 entités du groupe L'Anecdote, qui fait dans la prestation intellectuelle de 13 milliards, ça c'est faux. Les entités qui sont concernées par le groupe L'Anecdote, il y a la Société équatoriale des eaux, qui était éditrice de la marque Pura, et qui n'existe plus du tout. Depuis, vous-même vous savez que ça fait pratiquement depuis 2014 que Pura ne produit plus et que la marque a été retirée. Il y a une entreprise également qui a été fermée, et la seule entreprise notamment qui a été déclarée, c'est une entreprise Satellite FM entre autres, qui est une radio également qui fonctionne et qui ne fait même pas les bénéfices d'un tel montant. Donc il n'y a aucune prestation intellectuelle par rapport à la position de conseiller, par exemple en communication du président du groupe L'Anecdote dans d'autres pays auprès de certains chefs d'État. Ça n'a rien à voir. Ici, il s'agit de 4 entités, 2 qui ne fonctionnent plus du tout. Il y a Satellite FM. On a Vision 4 qui fait l'objet de 12 milliards.
Il n'y a pas aussi les prestations de services? Non, non, non. C'est-à-dire les marchés publics? Non, il n'y a pas de prestations. Donc c'est pas concerné? C'est pas concerné. Très bien, très bien. Donc c'est 13 milliards et 17 milliards. C'est à vous d'aller dire au DG des impôts tout le ramdam que vous venez de me faire là. Je vous donne les faits. Ah, c'est ce qu'on a dit. Non, moi je suis pas le directeur des impôts. C'est à lui qu'il faut dire ça. Pas au directeur, aux équipes mises en place par le directeur des impôts. Attends, allez au contentieux leur dire ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire que les entreprises ont fermé, ainsi de suite. Moi ça ne me concerne pas. Nous sommes au contentieux, Valère Bessala. Ici n'est pas en contentieux. Laissez-moi donc poursuivre. Vraiment, M. Bidjan, les aînés attendent la parole. Allez-y. Voilà. Il y a donc 13 milliards de prestations intellectuelles et il y a 17 milliards de prestations de services. C'est de ça qu'il est question. C'est les 17 milliards qui concernent les prestations de services. Une fois que je l'ai dit, on peut maintenant supputer sur tout ce qu'on veut. Et moi, ce que je vous dis à vous, de dire au président directeur général, 3 choses. 1, il est mal accompagné. Il doit virer son conseil fiscal s'il en a. Parce qu'en fait, il y a les éléments de procédure, c'est dans la procédure qu'on gagne le contentieux fiscal. C'est le b.a.-ba de la fiscalité. Si vous ratez l'autorité destinataire de votre contentieux, vous êtes carrément à gauche et à la poubelle. C'est ça les conséquences. Le directeur général des impôts, je reste sur ce premier point, vous a beaucoup aimé. Parce qu'en fait, il était même prêt à transiger. Mais c'est vous qui avez utilisé les gros bras. Parce qu'en fait, j'amortis une des relances ou une parole qui a été avancée pour dire que le DG des impôts est assujetti. Oui, c'est vrai. Il est directeur général des impôts. Mais attention, il a une autonomie de gestion de la fiscalité de l'État. Faites attention. Ça veut dire qu'en fait, quand il écrit à une banque, la banque peut ne même pas exécuter l'ordre du ministre des Finances. Faites très attention, il a beau être le ministre des Banques. Faites très attention. C'est pour ça que lorsqu'il a écrit aux banques de bloquer, elles ont bloqué. Pourquoi ils n'ont pas demandé au ministre des Finances si il devait bloquer sur ordre du DGI? Faites attention. C'est pour dire quoi? Deuxième élément. Dites à M. Mugbelinga que... Et j'ai remarqué ça dans le traitement de vos affaires. C'est un débat qui m'embarrasse. Parce que ce n'est pas ici que je devrais dire ça, mais je suis obligé puisque moi, je viens ici pour parler et je rentre chez moi. Quand on est un homme puissant et qu'on a des amis puissants, la meilleure façon d'aider mes amis puissants à m'aider, c'est d'observer les textes. Observez la loi. Appliquez la loi. Il sera plus facile pour vous et pour eux surtout de vous aider. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Au lieu de saisir le ministre des Finances, il fallait saisir pour les 13 milliards. Vous avez dit que c'est faux, mais je poursuis. Le petit type qui est là-bas, qui gère les impôts omnisports, pour les 17 milliards, vous gérez avec celui de Kalafatas. Vous observez la procédure. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DG, le directeur des grandes entreprises. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DGI. Et quand ça ne va pas, vous saisissez donc votre grand ami, qui est aussi l'ami du professeur Massanga, le ministre des Finances, pour lui dire, j'ai terminé la procédure. Voilà le cas. Il allait être très simple pour le ministre de vous aider. Mais maintenant, c'est le troisième point. L'embarras donc, maintenant que l'affaire est posée ainsi. Ça donne l'impression que le monsieur Jean-Pierre Mugbelinga ne veut pas payer l'impôt. C'est l'impression. C'est l'impression. Parce qu'en fait, il a été mal conseillé. Il a été mal accompagné dans le dossier. C'est de ça qu'il est question, monsieur Bidjan. Moi, je sors. Pour dire quoi? Pour dire que le ministre des Finances est embarrassé aujourd'hui parce qu'il se retrouve emmêlé dans un faux dossier qui n'est même pas un dossier. Ça aurait été simple de transiger. Pour ceux qui parlent de 30 milliards, vous savez, quand on demande 30 milliards à un groupe d'entreprises, c'est qu'en fait votre revenu doit être de 900 milliards. Hein. Tout à fait. Faites attention, hein. Faites attention, cela dit, l'aîné comprend ce que je dis, 30 fois plus. Vous comprenez ça? Et si les banques ont bloqué les comptes, j'ai entendu des choses sur ce plateau, c'est qu'en fait, M. Jean-Pierre Mugbelinga est solvable. Parce que quand on donne un avis, on délivre un avis à tiers détenteur. Et que vous dites, bloquez-moi les comptes là, parce que le type, il me doit l'argent, vous devez payer. Ils ont bloqué parce qu'en fait, ils se rendent compte que M. Jean-Pierre Mugbelinga et le groupe, l'anecdote, sont solvables. Une banque il devait écrire au DGI s'il ne pouvait pas bloquer. Comme vous dites, monsieur, la somme même que vous voulez réclamer chez nous, là, les 3 millions, les 30 milliards, nous ne pouvons pas payer. Parce qu'en fait, il n'a même pas l'argent là, ici. Vous comprenez? Les banques n'ont jamais régimbé, elles ont bloqué. Et quand le DGI le fait, c'est que lui aussi, il est le patron des banques, hein, parce que même les banques payent le fisc, payent les impôts.
Vous comprenez? Donc ils connaissent même ce que chacun, parce qu'ils doivent déclarer les avoirs de tout le monde qui se retrouve là-bas. C'est pour ça qu'il y a la NIF ainsi de suite. Donc c'est les données qui sont connues. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avant que M. Mopa Modeste ne délivre un avis à tiers détenteur aux banques, il s'est déjà rassuré que vous avez autant d'argent pour payer. C'est-à-dire que vous êtes capable de payer. Donc c'est une erreur. Payer sans recette. Ah, s'il vous plaît. C'est une erreur qui a été faite. Que les nés Jean-Pierre Amogo-Belinga, si vous voulez ne m'invitez plus jamais. Moi, c'est comme ça que je suis. Pourquoi Valérie? Que les nés Jean-Pierre Amogo-Belinga comprennent simplement qu'il doit rentrer vers le DG des impôts. Même si son grand ami, c'est lui, Paul Motazé, mais qu'ils comprennent que chacun, à l'endroit où il a été désigné pour assumer les fonctions de l'État, a une valeur, doit travailler. Et on doit toujours tenir compte de ses compétences et beaucoup d'égards envers lui. Merci. Même sur le plan de la morale. Moi, j'étais sur le terrain. Je n'admettrai jamais que quelqu'un, je suis ton supérieur, et que quelqu'un vous saute sur un dossier que vous traitez pour venir jouer sur ma compétence afin d'influencer mon collaborateur. Ça ne se fait pas. Merci. C'est mettre politiquement en embarras le ministre des Finances et le foutre dans ce que nous appelons aujourd'hui le grand complot, qui dans ce dossier, en fait, on ne devrait pas en parler. Mais je reviendrai sur les éléments du grand complot qu'a évoqué pour ça. Présent à la plénière de ce jour, Louis-Paul Motazé a été questionné sur le financement par l'État camerounais des entreprises de Sa Majesté Jean-Pierre Amogo-Belinga. Décidant de mettre fin à la calomnie et à la haine, il va y répondre. Nous prenions ce point, ne pas mettre de la passion. Je note que vous avez eu l'honnêteté de le dire, que vous avez eu vos informations dans les réseaux sociaux. C'est votre droit de possession. Mais sachez que les réseaux sociaux ne vous disent que ce qu'ils veulent dire. Les explications du ministre des Finances sur la fameuse ligne 94 du budget national seront d'autant plus pertinentes que le sénateur qui a décidé de rapporter les Congossas de Facebook et de WhatsApp sur la table du Sénat va libérer les lieux. Celui que vous avez cité, est-ce que vous savez qu'il a pris la décision de racheter une télé européenne? Racheter. On se plaint tout le temps que les autres, je veux dire les blancs, comme on dit, viennent prendre des choses ici. Mais sénateur, vous devriez applaudir lorsque vous apprenez que même les Camerounais ont maintenant acheté chez les blancs. Et quand vous avez un citoyen de votre pays qui a cette ambition, qu'est-ce que vous devez faire? L'encourager ou le décourager? Moi, je vous pose la question. Peut-être que vous, sénateur Kennedy, vous l'aurez découragé. Vous l'auriez dit, vous lui auriez dit, ah non, il ne faut pas. Nous, on a pensé qu'il faut l'encourager. Pour le ministre des Finances, appuyer des investisseurs locaux et crédibles comme Jean-Pierre Amogo-Belinga se fait par le gouvernement camerounais chaque année, et ceci, peu importe l'origine ethnique. Lorsqu'un opérateur économique a décidé de lancer une usine de transformation du cacao, c'était à Québec, à l'Ouest. C'est 1 milliard également que nous avons. 1 milliard. C'est vrai que c'était pour faire ce qu'on appelle l'effet de levier à un économiste, c'est-à-dire avec ce milliard, ça lui a permis d'aller vers les banques, il a levé des financements. Mais le gouvernement a montré par là qu'il veut encourager ce genre de choses. Il faudrait donc définitivement clore ce débat ciblé qui ne vise ni plus ni moins qu'à jeter l'opprobre sur l'un des investisseurs camerounais de ce millénaire dont la réussite donne des boutons aux